d'être venu pour ce point annuel que l'on doit faire sur l'IHU pour, vous informer de l'état des choses, et puis, deuxièmement, si vous avez des questions à poser sur l'évolution, et en particulier, je sais bien que tout changement est inquiétant, et je vous rassure, c'est pas maintenant que vous aurez le plus peur, c'est juste avant. C'est le dernier pas qui est le plus coûteux, qui est le plus difficile. On se demande ce qui va nous arriver, ce qui se passe. Et comme vous allez le voir, et vous l'avez déjà vu, le bâtiment monte à toute vitesse. La prochaine étape, c'est pas dans très longtemps. D'accord ? Donc, si vous avez des questions à poser, celles auxquelles je pourrais répondre, j'y répondrai. J'en profite pour remercier notre nouveau directeur coordonnateur, M. Hervé Léon, d'être venu, qui est officiellement maintenant le directeur de notre cours. Donc, le bâtiment, comme vous le voyez, commence à progresser. Voilà ce à quoi il devrait ressembler à la fin. C'est un très beau bâtiment. J'ai commencé à faire visiter, si j'ose dire, la chambre témoin et le laboratoire témoin à vos cadres. Vous savez qu'il y a le commissaire de gouvernement et le secrétaire aux investissements d'avenir, M. Schweitzer, et le secrétaire général de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mme Fioraso, qui sont venus visiter. Il y a toute une série de posters que je vous présente ici. J'en ferai faire le tour pour leur expliquer très précisément ce que ça signifie à vos cadres. Et ensuite, vos cadres pourront vous emmener voir ce showroom que l'on a organisé ici au 3e étage, juste à côté, avec tous les posters, pour que l'on vous explique ce qui se passe à l'intérieur de ce projet. Donc le projet architectural est là, je vous donnerai un peu plus de détails, mais voilà comment ça se passe. Vous l'avez vu, il y a en pratique 3 bâtiments. Ce grand bâtiment vertical ce grand bâtiment horizontal qui est directement sur le boulevard Baille. Ensuite, ce bâtiment triangulaire qui correspond au lit d'hospitalisation, d'accord, et entre les deux, ce qui est, je dirais, le tertiaire, les bureaux, l'administration qui se trouvera entre les deux. D'accord. On a, je sais que ça a été une question qui a été posée, on a, d'ailleurs heureusement qu'elle a été posée parce que ça nous a permis de revoir un peu le projet architectural, on a été très très attentif à ce qu'il y ait un éclairage naturel dans tous les sites et tous les endroits. Donc c'est une chose auquel on a été extraordinairement attentif pour que les gens travaillent dans des conditions qui soient raisonnables. Dans ce cas particulier, ce bâtiment, on y reviendra, c'est que c'est le seul bâtiment qui a été construit dans l'idée de gérer, d'associer la recherche, l'épidémiologie, le soin et les nouvelles thérapeutiques, et de gérer d'une manière très originale la contagion. C'est d'actualité. Je peux vous dire qu'effectivement, on a 2 épidémies de grippe dans l'hôpital qui sont en train de sévir, qui atteignent les patients. On vient de voir ce matin aussi qu'on a une épidémie de norovirus. Et donc, il y a un vrai problème qui n'est pas du tout spécifique à Marseille, qui est que, actuellement, le traitement de maladies qui sont contagieuses n'est pas traité d'une manière optimale dans aucun hôpital français. Que donc, vous avez un sujet âgé qui arrive aux urgences, le diagnostic est pas fait, il est envoyé dans un service, et il y a 30 cas secondaires, le personnel n'est pas vacciné, éventuellement le personnel lui-même est infecté et retransmet ça aux malades, et donc il n'y a pas de gestion actuellement qui soit faite au niveau d'un établissement entier de cette taille-là, mais nulle part, de la contagion, en particulier la contagion intra-hospitalière, et c'est un des buts, je vous parlerai, extraordinairement important de cette IHU qui a vocation à devenir un endroit pilote pour évaluer, mettre au point les stratégies qui seront diffusées dans le pays et puis éventuellement dans le reste du monde. Donc ce travail, qui était un travail mené de très très loin, d'une part avec notre à la maîtrise d'ouvrage Égis, qui était aussi notre programmiste, et le travail qu'on fait toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un comité de pilotage qui se réunit entre 12h30 et 1h30 pour modifier les choses, les mettre en place, tout en empêchant les dérives financières. Je vous en parlerai plus loin. Et donc, ce que vous voyez mal ici, mais ce que je représente, c'est que nous avons préparé aussi bien au niveau du rez-de-chaussée pour les consultations qu'au 3e étage, qui est le 3e étage qui peut être transformé en NSB3, c'est-à-dire
service de sécurité. Il n'y a que des chambres seules, bien entendu, dans la partie hospitalière. 75 lits qui sont répartis sur 3 étages de 25 lits, plus 25 lits d'hôpitaux. Tout ça est en chambre seule, tout ça est en dépression, et le dernier étage est susceptible d'être transformé en niveau de sécurité 3, c'est-à-dire avec un SAS, niveau de dépression maintenu. L'ensemble du bâtiment est fermé, climatisé et chauffé. Voilà. Et tout l'air est traité. Un des éléments qu'on a vraiment mis au point, qui a demandé de la réflexion, c'est la réponse graduée aux risques infectieux, c'est-à-dire qu'on ne soit pas du tout ou rien, c'est-à-dire pas 25 lits en P3, parce que le travail en P3 pour le personnel de soins est lourd, est difficile, et donc il y a une partie, les problèmes du passé, en particulier de l'hôpital Nord, nous ont aidé à réfléchir sur comment on a une réponse graduée, un tiers, en fonction du risque et de l'importance. Donc l'utilité de la lutte contre la contagion se fait jour d'une manière de plus en plus importante, non seulement ici, mais dans le périmètre. Par exemple, on a eu, en dehors de ces épidémies hivernales qui se reproduisent tous les ans, on a eu, d'une part, à gérer pendant 1 an et demi une énorme épidémie d'infection à Clostridium difficile, qui est très contagieuse, pour laquelle il y a eu une quarantaine de morts, pour lequel il a fallu inventer une nouvelle stratégie thérapeutique qui est basée sur la greffe fécale, qui a été mise en place à l'hôpital Nord chez Philippe Broucky avec Jean-Christophe Lagier. Et actuellement, il y a un deuxième problème qui est un problème qui ne pose pas que des problèmes dans le CHU. On a reçu la moitié des malades qu'on venait de l'hospitalisation extérieure au CHU, mais maintenant le problème c'est celui des bactéries multirésistantes, pour lequel il y a des normes qui sont en train de se mettre en place, qui amènent, quand il y a une personne avec une bactérie multirésistante qui rentre dans une clinique, pratiquement, l'unité de soins peut être fermée pendant 3 semaines entièrement parce qu'une personne est passée là-bas. D'accord ? Donc on doit rendre un service à la société. On est en train de discuter. La première étude et le travail sur Clostridium difficile a été fait avec l'ARS. On est en train de proposer avec l'ARS une stratégie qui sera comparable, qui n'est faisable qu'ici à Marseille, parce que c'est basé sur le POC, sur une réponse très très rapide et sur la capacité d'isolement. D'accord ? Donc ce sont des choses qui ne vont pas cesser de se développer et pour lesquelles on a un réel besoin d'avoir des conditions de sécurité qui soient extrêmement importantes. Et vous verrez que les résultats montrent que même quand on a l'obsession de cette condition d'asepsie, eh bien, on est loin d'être parfait et qu'on a besoin de nouveaux outils. Alors, l'IHU en France se situe dans une organisation qui a été en partie voulue au moment de l'appel d'ordre pour le grand emprunt, qui est qu'il faut qu'il y ait une architecture avec une colonne vertébrale en France autour des maladies infectieuses pour repenser les maladies infectieuses, pour lequel il y a l'Institut Pasteur de Paris, 2, à Lyon, l'association de Lyon Biopôle et de l'Institut Pasteur de Paris qui est Bioester, et 3, l'IHU de Marseille qui fait non seulement Marseille, mais qui englobe maintenant Infection pour le Sud, c'est-à-dire Montpellier, Nîmes et Nice. Et l'idée à terme, c'est de rajouter nos amis de Toulon, en particulier ceux de Zata. Donc c'est un point qui est devenu très important, et à Marseille, vous trouvez regroupé maintenant, d'une part, l'Institut de recherche pour le développement, qui joue un rôle important. Deuxièmement, le service de santé des armées, ça c'est une chose qui est très importante. La politique du service de santé des armées a changé. L'idée était de rapatrier toute la recherche à Brétigny-sur-Orne, y compris la recherche en maladies tropicales. Les choses ont changé. Il y a un grand programme de restructuration hospitalier qui vient d'être mis en place. Une stratégie qui a été développée, votée, mise en place, pour lequel il reste maintenant, comme vous l'avez peut-être lu dans la presse, 2 hôpitaux à Paris, qui seront Bégin et Saint-Mandé, et 2 hôpitaux dans le sud de la France, qui seront Toulon et Lavran, les autres hôpitaux ayant vocation à être fermés. Donc, et il y aura, si j'ai bien compris, les amis pourront modifier, si je me trompe, 2 approches en termes de recherche. Le risque naturel sera majoritairement développé ici, avec en particulier toute la veille de la défense nationale est déjà installée ici, est déjà associé à l'IHU, avec Xavier de Paris. D'autre part, le CNR de parasitologie et des arbovirus, qui sont des centres nationaux de référence, qui sont dirigés par nos amis militaires, soient rattachés officiellement à l'IHU, qui va s'installer à l'intérieur de l'IHU. Enfin, nous avons maintenant sur le plan hospitalier des accords et on est en train de mettre en place, mais notre principe, et
est acté, qui est de confier une unité d'hospitalisation de l'IHU à nos collègues de l'Avran pour ensemble travailler sur les meilleures conditions. Donc on a, et en particulier pour les maintenir au niveau scientifique que l'on continue à perpétrer, et eux pour qu'ils continuent à nous apporter leur approche de terrain qui est absolument indispensable pour la gestion des maladies, des voyages et des pathologies tropicales. Donc c'est maintenant, avec la réunion de l'IRD, du service de santé des armées et de l'IHU, on présente une force considérable en termes de recherche, de soins et de surveillance qui se développe d'une manière très satisfaisante. Au plan international, l'IHU, je reviendrai un petit peu dessus, c'est beaucoup Philippe Parola qui s'occupe de cette partie-là. Nous avons deux plans majeurs qui ont été développés avec tous les deux l'Afrique francophone. D'une part, l'Afrique du Nord francophone. Il se trouve que la formation d'Infectio Pôle Sud, qui a maintenant plusieurs années, mais vous verrez les résultats, a fait que nous avons une énorme attraction vis-à-vis de chercheurs du Sud, et qui, à différence de ce qui se passait avant, ont vocation à retourner vers le Sud. Alors parfois ce sont des thésards, parfois ce sont des postdocs, parfois c'est des gens qui viennent pendant 3 mois ou 6 mois pour analyser leurs bactéries, analyser leur résistance, et qui rentrent chez eux. Actuellement, je pense que simplement sur l'Algérie, parce que ceci n'a pas été mis à jour à cause de Philippe Parola, mais ça continue à discuter, d'écouter ce que je dis, il y a plus de 100 personnes qui sont venus d'Algérie, qui sont retournés en Algérie après avoir passé leur formation. Et ça, c'est essentiel. Moi, je ne crois pas beaucoup aux grands accords diplomatiques qui ne passent pas par le fait qu'il y a des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui ont une formation commune et qui peuvent travailler ensemble. Et ça, c'est d'une fertilité considérable. Et donc, et en particulier à la demande de nos collègues militaires, on a commencé à décider d'un axe qui serait avec Alger, centré à Alger, avec le service santé des armées algérien. Et on a commencé avec en particulier le fait qu'on avait fait contractualiser, ce qui est tout à fait unique, une équipe entièrement algérienne par l'évaluation nationale de l'ARS, qui est une équipe qui fait partie de notre laboratoire, qui est dirigée par Idir Bitam, qui a été formé ici, et qui a continué à faire former des étudiants de très très grande qualité et qui rentrent là-bas. Donc il a maintenant un laboratoire dans un site qui vous ferait rêver, parce qu'il y a peu de facultés qui sont aussi belles que la faculté qu'on vient de construire vétérinaire à Alger, qui est absolument magnifique, qui est une œuvre d'art, magnifique, et qui est toute neuve. Donc il a un laboratoire merveilleux, et Philippe Parola a coordonné du coup avec d'une part nos amis des sciences économiques et avec Raoul Boussekine, qui a un LABEX, qui est aussi une étiquette nationale, si vous voulez, de grand emprunt. D'autre part, avec nos amis militaires et Idir Bitam en Algérie, ce projet qui touchera bien entendu aussi le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Et Philippe Parola l'a présenté au projet Amidex, qui est aussi un grand emprunt de l'université, et il a été financé et subventionné. L'idée, c'est de mettre un cluster de biologie moléculaire très fort, associé au Malditov, un service de centre de référence de diagnostic pour les maladies émergentes dans ce domaine-là. C'est déjà une chose qu'on avait fait au Sénégal, c'est une très grosse équipe IRD au Sénégal. On avait implanté au Sénégal le premier Malditov africain. Il y a déjà eu 2 publications internationales qui ont été faites par l'usage de ce Malditov en Afrique, en association avec Biomérieux, qui nous avait donné une part du cofinancement, et par le ministère des Affaires étrangères qui nous a donné une part du cofinancement. Et là, pareil, donc sur le Maghreb, le projet s'appelle Remédier. Sur l'Afrique de l'Ouest francophone, il s'appelle Girafe, et il est articulé autour de Dakar, ce que nous avons, on a 40 chercheurs titulaires quand même, IRD, qui sont rattachés au laboratoire, avec le Mali, où Ogobara Dumbo, qui a passé 1 an ici, qui est un chercheur international de très très grande qualité, va permettre de coordonner la partie africaine. Et on est en train, Hollande est en train d'essayer de créer une IRD, là aussi au Mali, à Bamako, pour coordonner l'ensemble. Donc ces 2 ensembles sont et ont été considérés au plus haut niveau en France comme des projets prioritaires pour le pays, pour continuer à travailler avec nos partenaires. À côté de ces éléments, on a un très gros travail qui a été initié grâce au travail de Philippe Gautret et de Philippe Parola avec les pèlerins de la Mecque. On a donc tous les ans des travaux sur les grands déplacements. La Mecque est un endroit bien sûr dans lequel il y a beaucoup de pèlerinages, et pour le pèlerinage du Hajj, il y a jusqu'à 3 millions de personnes qui sont ensemble.
Et le niveau de transmission, de risque de transmission de maladies respiratoires en particulier est très important. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille avec nos partenaires saoudiens et qui a fait l'objet d'un contrat avec l'Arabie Saoudite important, et on continue. Bien entendu, sur les dom-tom, on a une implantation importante. Il se trouve que l'Institut Malardé, qui est l'Institut de recherche de Polynésie française, est dirigé par Didier Musso, que les plus anciens connaissent, parce qu'il a passé sa thèse avec nous, qu'il était assistant longtemps. Tout naturellement, il est revenu faire ce travail avec nous, et ça marche très bien. Et en Guyane aussi, là, avec le service de santé des armées, on a travaillé, on a enfin commencé à résoudre un des problèmes les plus importants depuis 20 ans, qui est empoisonné régulièrement les militaires, puisqu'ils ont un camp qui régulièrement est affecté par une épidémie de fièvre Q, qui sont obligés d'abandonner pendant 6 mois ou 1 an avant d'y revenir jusqu'à la prochaine épidémie. Et puis ensuite, dans le sud-est asiatique, l'équipe de Xavier de Lamballerie a une implantation extrêmement forte sur le Laos concernant les arboviroses. Donc notre stratégie, vous l'avez compris, est une stratégie francophone essentiellement, c'est-à-dire on développe la recherche vers le sud francophone en coopération avec nos amis du littoral méditerranéen. La filière infectieuse, donc c'est une autre innovation. C'est comme il existait une filière des douleurs précordiales, une filière des accidents vasculaires cérébraux, on a pensé créer une filière des malades infectieux et présumés contagieux qu'on commence à mettre en place et qui doit pouvoir commencer à être mise en place dès le coup de téléphone de la maison, de personnes ou de leurs médecins, ou SAMU ou des pompiers, pour éventuellement diriger directement vers l'IHU les gens qui présentent un risque contagieux, où ils seront détectés, ou bien alors de les diriger vers les urgences, où le check-up initial permettra de voir s'il y a un risque de contagion ou s'il n'y a pas de risque de contagion. Donc ceci se met en place, ça a été un peu compliqué mais ça vient de commencer à être ouvert, donc il y a une unité de DILI qui vient d'être mise en place, qui est une unité de DILI de post-urgence infectieuse courte. L'objectif, je ne sais pas si Philippe Parola et Jean-Christophe arrivent à le tenir, mais l'objectif c'est 3 jours d'hospitalisation. Donc on règle les problèmes aigus. Si le problème n'est pas réglé en 3 jours, soit il va dans un service de maladies infectieuses plus long, c'est ce qui se passera quand l'IHU sera là, il y aura une unité qui sera dévolue à 7 urgences, ou il sera retransmis s'il reste d'autres problèmes médicaux vers un service de médecine interne, des problèmes de gériatrie ou des problèmes de gastroentérologie. Mais l'infection aiguë doit pouvoir trouver une solution dans les 3 jours, et au bout de ces 3 jours, libérer le lit pour continuer à faire avancer les choses. Il se trouve qu'effectivement, ce projet avait été fait en coordination avec l'évolution des urgences, que les urgences de la Timone sont un grand succès en termes de fréquentation, et que donc ça rend effectivement des services importants actuellement, et qu'on fait ça, bien entendu, en toute harmonie avec nos amis des urgences, en particulier avec Al-Azhar et Michelet. Donc ça se passe bien, ça avance bien. L'idée, c'est de tout standardiser la prise en charge. Je vous en redirai un mot, on a eu une avancée très très significative dans nos rapports avec le CEA Technologie. Le CEA Technologie, c'est une chose, ne dites jamais qu'ici on est mégalomane, parce que si vous voyez le CEA Technologie, vous saurez ce que c'est qu'un mégalomane, c'est-à-dire un type qui a au milieu de Grenoble 70 hectares, 4500 personnes qui travaillent, qui viennent d'acheter 20 hectares pour faire de la high-tech et de la nanotechnologie. Il y a un maire qui est écologiste quand même, donc c'est quelqu'un qui est capable, c'est vraiment extraordinaire, et il a décidé, sur le principe, de développer tout ce qui était maladies infectieuses et microbiologie avec nous. D'accord ? Et éventuellement, je pense que l'idée, c'est d'installer une unité CEA à l'intérieur de... Parce que pour l'instant, nous avons utilisé la plupart du temps les outils des autres, mais eux sont capables de créer n'importe quel outil. Et donc ça, pour nous, ça nous intéresse beaucoup, en particulier dans la prise en charge initiale. Si nous arrivons, et on y arrivera très rapidement, avec quelque chose qui est l'équivalent de la taille d'un téléphone portable, à savoir tout de suite la température, la tension, le pouls, la fréquence respiratoire des gens. Au moment où ils arrivent, on peut clusteriser ça et le diriger vers un service ou plutôt vers un autre. Et ça, c'est vraiment l'avenir des urgences. Donc c'est quelque chose, je pense que nos amis militaires sont aussi extrêmement intéressés sur le terrain d'avoir des outils de cette nature-là qui prennent tous les éléments vitaux de base qui permettent de les arranger. Donc il y aura un deuxième étage, un premier étage qui est fait pour ce post-urgence infectieuse, un deuxième étage qui est fait pour les maladies infectieuses traditionnelles, et le troisième étage qui est fait pour les maladies infectieuses traditionnelles ou, en cas de nécessité, l'extrême isolement. Voilà. Donc ce sont là les 3 étages infectieux. La manière dont les choses se passeront, les gens, pendant les heures d'ouverture de l'IHU au public, les gens pourront directement venir ici plutôt qu'aller aux
d'urgence. Il y a tout de suite à côté de l'entrée un détecteur de fièvre. Ceux qui ont de la fièvre passent dans un circuit qui est particulier, et là, il y a une standardisation des prélèvements par syndrome, créé syndrome, une standardisation des prélèvements. Les prélèvements sont traités au POC directement, et en 2 heures, on dit voilà, elle est contagieux ou pas contagieux, on doit le traiter, on ne doit pas le traiter, on doit l'hospitaliser, on ne doit pas l'hospitaliser. Voilà, qui sont les grandes clés d'orientation. Au bout des 2 heures, soit il rentre chez lui avec un traitement, soit il rentre chez lui sans traitement, soit il est hospitalisé dans un service normal, soit il est hospitalisé dans le contagieux, il monte au bout du couloir et il monte dans le service des contagieux. Voilà. Tous ces éléments-là sont des éléments sur lesquels on travaille au fur et à mesure, mais qui n'existent pas. On est obligé de créer la filière infectieuse parce que c'est quelque chose qui a disparu il y a une trentaine d'années, les filières infectieuses, et donc sur lesquelles les gens n'ont pas travaillé. Parmi ces éléments, bien entendu, il va y avoir beaucoup d'éléments qui sont liés sur des technologies innovantes. Comme je vous l'ai dit, on a commencé sur ces technologies innovantes, on espère bien aller beaucoup plus vite. Comme je vous le disais, le CEA Tech, qui fait partie de Biorester, à Grenoble, lui, il a fait l'inverse de ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire qu'il a installé un hôpital carrément à l'intérieur de son campus recherche. Et donc il est arrivé en disant, écoutez, c'est arrivé à Grenoble, on a dit, qui c'est le meilleur docteur ici? On a dit, écoutez, c'est le neurochirurgien. Il a dit au neurochirurgien, je vous fais un hôpital, si vous voulez, au milieu du CEA. Il dit, d'accord. Le truc est absolument extraordinaire. À l'époque, le directeur général, qui était quelqu'un qui était très enthousiaste pour la recherche à ce moment-là, je ne sais pas si ça dirait, c'était Jean de Beaupuy. Et donc, il a un hôpital au milieu, avec des consultants, avec la chirurgie que personne ne fait au monde, avec des outils qui sont mis au point au fur et à mesure. Donc, c'est un hôpital de recherche et de prise en charge à la neurochirurgie qui est absolument... on se croirait dans la guerre des étoiles. Technologiquement, c'est un niveau tellement invraisemblable que c'est impressionnant. Donc, mais nous, on continue à faire des outils, surtout Philippe Broucky. Et donc, l'idée, à côté de cet aspect-là que je viens de vous décrire sur la contagion, c'est prévenir les infections liées aux soins. Nous, on avait évalué à l'époque avec les gens de la DGS qui avaient entre 18 et 20 000 morts par bactériémie nosocomiale dans les hôpitaux français par an. Là, récemment, le lien vient de faire une communication disant qu'ils avaient évalué à 30 à 40 000 morts le nombre d'infections nosocomiales par an, tenant compte de bactériémie et l'ensemble du reste. Donc c'est un vrai problème. La pathologie liée aux soins, c'est un vrai problème. D'ailleurs, on le sait tous, c'est un vrai problème parce que c'est arrivé, pour chacun de nous, c'est arrivé soit à nous-mêmes, soit à quelqu'un de notre famille, qu'on attrape une infection. Donc il faut lutter contre, pour ça il y a des méthodes, mais les méthodes doivent évoluer avec la technologie. Et en particulier, quand on regarde sur des choses très très simples, comme se passer les mains à l'alcool avant de toucher un malade, et qu'on met en place les outils pour voir quel est le degré d'adhésion à cette pratique-là, en réalité, on se rend compte qu'elle est très très faible. C'est-à-dire que même dans le service le plus excité pour ça, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça avec Philippe Broucky, et c'est lui qui a le premier à inventer ces distributeurs d'alcool que tout le monde utilise, c'est Philippe Broucky qui a mis ça en place. Hein. Donc il a persécuté tout le monde avec l'alcool. Andreas, je me souviens encore d'Andreas qui se fichait de moi quand il était jeune assistant, parce que je persécutais tout le monde avec l'alcool, mais tu vois, malgré tout ça, eh bien, le degré d'adhésion, quand on le visualise avec des outils, est de 25%. C'est-à-dire que dans le service dans lequel il y a la plus grande pression, en réalité, il n'y a que dans 25% des cas que le circuit est parfait. D'accord. Alors, il y a des raisons techniques, il y a des solutions à trouver, mais tant que vous regardez toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent, dans le monde, étaient des études observationnelles. C'est-à-dire que vous mettez quelqu'un qui regarde devant si vous vous lavez les mains. Et bien entendu, vous n'avez pas du tout le même résultat que si il y a un outil que tout le monde finit par oublier au bout d'une quinzaine de jours et qui marque pour de bon les choses. Il n'y a plus quelqu'un qui vous regarde. Et là, les taux s'écroulent en réalité d'adhésion. Quand personne vous regarde, vous ne faites pas du tout la même chose. Donc il y a des solutions pour répondre à ça. L'autre chose, c'est de mettre des outils nouveaux, en particulier ce qu'on appelle un cathéter intelligent, c'est-à-dire un cathéter qui vous demande pourquoi vous mettez un cathéter. La plupart des cathéters que l'on met n'ont pas de justification. Non seulement ils n'ont pas de justification, mais quand on fait des enquêtes, dans 50% des cas, le médecin responsable ne sait même pas si son patient a un cathéter ou pas. Et c'est partout. On a fait la même étude ici, mais c'est aux États-Unis, c'est partout. Donc, en particulier, le cathéter urinaire, c'est un désastre. Et les cathéters sanguins, dans 30% des cas, le médecin en charge ne sait même pas si le médecin a ou pas un cathéter sanguin. Et ensuite, les septicémies nosocomiales, c'est pas compliqué. Il y a un tiers, c'est staphylocoque doré, c'est perfusion. Un tiers, c'est Escherichia coli, c'est les cathéters urinaires. C'est ça qui marche, c'est les cathéters. Donc il faut faire réfléchir avant de mettre un cathéter qui a été des formations pendant
toute la formation des médecins et des infirmières pendant des années était quelqu'un va mal, on arrive, la première chose qu'on fait, c'est on lui met un cathéter, hop, et puis avant de réfléchir. Donc il va falloir réfléchir, maintenant le cathéter va vous obliger à réfléchir à vous mettre le cathéter, et tous les jours on va vous demander pourquoi tu m'enlèves pas, pourquoi tu m'enlèves pas, pourquoi tu m'enlèves pas. Donc l'idée générale, c'est de s'attaquer au cœur du problème avec des outils nouveaux, et moi je dis toujours ça, je suis sûr que vous détestez ça, mais enfin ce qui a fait diminuer les accidents de la route, c'est les radars. C'est pas l'éducation, c'est pas le truc, c'est à la fin, il y a quelque chose qui détecte 100% des erreurs, ça marche. Voilà. Ça fait diviser par 3,5 le nombre de morts en France. C'est la technologie qui nous permettra de changer les habitudes. Voilà. Le laboratoire NSB3 et la Biobank, un énorme laboratoire NSB3, en réalité 4 laboratoires NSB3 qui feront animalerie et microbiologie, A3B3. On verra comment ceci se répartit entre les différents partenaires, les virologues qui font des arbovirus en P3, les militaires, nous, mais enfin, il y a vraiment de l'espace, y compris pour faire face aux problèmes de maintenance, de problèmes de panne, etc. Vous ne pouvez pas avoir un P3, vous ne pouvez même pas avoir que 2 P3. Il faut avoir au moins 3 P3 pour être sûr de ne pas avoir et indépendant pour être sûr de ne pas avoir de problème de sécurité. Donc c'est un élément très important. Et une énorme biobanque, l'idée c'est d'avoir une énorme collection de microbes qui est en cours, de virus, et je pense que nos collègues virologues ont une des plus grandes, si ce n'est la plus grande collection au monde de virus grâce à la collection européenne. Nous on a une énorme collection de bactéries pathogènes, et puis de prélèvements qu'on est en train de monter petit à petit pour avoir une énorme biobanque pour pouvoir tester les choses dans toutes les meilleures sécurités. Et bien entendu, tous les congélateurs sont sécurisés avec des clés carte à puce, de manière à ce qu'on ait un accès limité d'une part, et d'autre part, un degré de déperdition qui soit beaucoup moins important. Et puis, ce qui est aussi innovant, mais qui faisait partie de l'appel d'offres, c'est qu'au dernier étage, il y a une partie qui est réservée aux partenaires industriels pour le développement, en particulier pour les startups, avec des bureaux pour les gens qui seront partenaires, pour qu'ils puissent développer les choses, avoir leur propre espace et continuer à travailler avec nous. Et je vous montrerai quelques éléments. Mais actuellement, on a créé ou en cours de création de 8 startups depuis le début de l'IHM. Donc dedans, il y a toute une série de plateformes qui se veulent être parmi les plateformes technologiquement les plus développées au monde. Une plateforme énorme de culture, et en particulier en milieu NSB3, qui comporte un nouveau champ diagnostic de culture bactérienne que j'ai mis en place, s'appelle la culturomics, pour lequel on avait là aussi un défi modeste qui était de trouver plus de bactéries, nous, dans le tube digestif, que tout le reste du monde réuni depuis l'aube de l'humanité. On a réussi à la moitié de l'année dernière. Mais globalement, pour la culture bactérienne, il faut que vous sachiez qu'ici, on a trouvé à peu près 20% des bactéries qui ont été isolées pour la première fois au monde dans une situation de pathologie, de maladie, ont été isolées ici. Donc ça représente 30 ans de travail. Ça représente une véritable spécificité. C'est vrai aussi pour les virus, d'une part pour nos collègues des virus du laboratoire des virus émergents, et aussi pour le travail qu'on fait avec Bernard Lascola sur les virus géants et avec Luc Colson, où maintenant 4 nouvelles familles virales ont été découvertes, familles entières ont été découvertes ici. Et puis, l'agent de classe 3 et le deutérim, c'est Bernard qui a plus spécifiquement repris ce domaine-là avec notre ingénieur Nathalie Wurth, et on vient de passer de manière raisonnable l'évaluation par l'Agence nationale de sécurité qui permet de continuer à travailler sur les microbes les plus dangereux. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, le séquençage, c'est une de nos très grandes priorités depuis très longtemps. On a été les premiers à avoir un séquenceur automatique dans un laboratoire de microbiologie au monde, et c'est grâce au PHRC, premier de tous les PHRC, en 1992. Et puis on a continué la course, on a le premier grand séquenceur européen a été installé à Marseille grâce beaucoup à l'intervention de Sirota au moment où on était au Génopole. Et donc maintenant tout le monde est dans la course. C'est faire des génomes bactériens, maintenant tout le monde fait ça. Enfin, il y a une époque où le faire était relativement difficile, et on verra, il y a la production de la plateforme qui est maintenant dirigée par Pierre-Édouard Fournier et a été de 780 génomes bactériens. On fait que des bactéries pathogènes du fait de ce fait de faire les bactéries pathogènes et pas toutes les bactéries. On est dans les 5 premiers centres mondiaux en termes de génomique bactérienne. L'étape tout de suite après cette génomique de découverte, si vous voulez, c'est la génomique en temps réel, c'est-à-dire que maintenant, pour identifier une épidémie,
on se rend compte qu'il y a des bactéries qu'on considérait comme étant banales, mais qui en réalité sont des bactéries épidémiques. Par exemple, Escherichia coli dont on parlait, eh bien, en Angleterre, pendant 6 ans, c'est un seul clone qui a causé un quart de toutes les infections urinaires, de toutes les septicémies, toutes les bactériémies, et dont on ne connaît même pas la manière dont il s'est transmis de l'un à l'autre. Parce que pour arriver à comprendre comment une infection urinaire est transmissible, c'est un peu complexe. Hein. Donc, ça passe probablement par les aliments, c'est extrêmement complexe. Et ça sont les outils actuels, c'est-à-dire quand on voit des cas groupés, et bien maintenant tout le monde fait ça, on séquence tout de suite 3, 4, 5 génomes pour voir que c'est la même chose. Avec ça, on a des marqueurs, comprend comment identifier ce microbe, et ensuite on peut mesurer l'ampleur de l'épidémie. On a fait ça il y a quelques années avec Jean-Marc sur une épidémie d'infection à staphylocoque doré chez les patients qui avaient une mucoviscidose à la timone. On n'avait pas vu, une fois qu'on a eu des outils moléculaires, on s'est rendu compte qu'il y avait 70 patients qui avaient été affectés sans qu'on fasse le lien entre le fait qu'ils avaient été affectés par le même clone à cause de la génomique. Donc c'est des outils qui se transforment très très rapidement en quelque chose qui est très utile pour le soin. La plateforme de protéomie qui est dirigée par Éric Chabrière, qui nous a rejoint au tout début de l'histoire de l'IHU, qui apporte une contribution très très considérable pour pouvoir permettre de développer tous les outils de protéomie, toute l'analyse de protéines, depuis déposer 8 brevets et puis créer une start-up dont je vous reparlerai sur le plan 1 de la prévention des risques de bioterrorisme et deuxièmement sur la prévention des infections, en particulier des infections sur cathéter. Et puis en plus de ça, il a permis, j'en dirai un mot, d'installer pour la première fois quelqu'un qui soit capable de faire la structure des protéines, et vous verrez avec des résultats qui sont assez spectaculaires. Service de lyophilisation, pour pouvoir garder les choses, il faut tout pouvoir lyophiliser, c'est un travail important. Marielle nous a beaucoup aidé à mettre ça en place. Ça nous permet en particulier de faire la PCR, si vous voulez, d'abord à des coûts beaucoup plus faibles, et deuxièmement dans les pays tropicaux, c'est-à-dire on a montré qu'une fois que c'était lyophilisé, c'était une grande partie du travail des alliés, on pouvait garder ça pendant 1 an, plutôt que d'avoir une chaîne de froid dans laquelle les choses se débobinaient, si vous voulez. Et donc ça marche très bien. Il y a une partie des industriels qui est très intéressée par notre capacité à faire ça. La microscopie électronique, on a très très heureusement aussi grâce à une fédération à un financement fédéral de l'Europe qui a payé moitié-moitié avec l'assistance publique un énorme équipement microscopique qui est pas le... Il y a mieux que ça maintenant, mais pour l'instant, pour ce qu'on fait nous, c'est pas la peine d'avoir plus profondément que ce que l'on a. Pour l'instant, on n'a pas encore exploité toutes les données de ce microscope. Mais en tout cas, c'est un élément qui est très important. En termes d'imagerie, globalement, et ça c'est Eric Guigaud avec Jean-Luc qui supervise cet aspect-là avec nos ingénieurs et qui permet d'une part de regarder effectivement avec les différents types de microscopes, en particulier confocal et en particulier en milieu vivant, de suivre les infections en milieu vivant. La plateforme d'insectarium, c'est aussi quelque chose qui a été développé grâce à Philippe Parola et à Béranger, qui est un technicien tout à fait hors du commun, puisqu'il est bourré de publications internationales, parce qu'il fait des conférences un peu partout dans le monde, et qui a développé d'abord par groupe personnel. Les entomologistes d'ailleurs développent ça souvent par groupe personnel. Une capacité tout à fait extraordinaire à ramasser ces bêtes, les identifier et à les cultiver. Donc on a ici des cultures de poules, de puces, de tiques, de moustiques, de punaises, de phlébotomes, c'est pas encore, non j'en oublie, Philippe, je sais pas. Donc du coup on peut faire des modèles expérimentaux avec ça pour savoir si ce sont des vecteurs. Et puis dans l'embrasement qui a pris le Maltitov, et bien cette équipe a commencé sous la direction de Philippe Parola pour la première fois à identifier tous les insectes, tous les arthropodes par Maltitov. Donc une fois on leur prend l'aile, une fois on leur prend l'abdomen, une fois on leur prend la patte en fonction de la bestiole. Et vous n'avez plus besoin d'entomologie, vous mettez ça, vous avez la banque de données, on vous dit tout de suite, voilà, c'est tel type, c'est tel moustique, c'est telle puce, c'est tel... Alors c'est un champ entier. Et maintenant, la deuxième partie de ce champ, avec un papier qui est sorti hier, je crois, Philippe, c'est ça, c'est que maintenant, non seulement on peut vous dire quel est l'insecte ou la tique, mais on peut vous dire s'il y a une bactérie dedans et quelle est la bactérie. Ça veut dire que c'est un service qui va se développer de manière spectaculaire. Là, on reçoit beaucoup de gens et beaucoup de demandes de gens qui veulent venir avec leur collection de cochonneries pour les identifier sur notre système. Et puis, les modèles d'infection, on développe beaucoup de modèles d'infection. Alors ça, c'est d'une part Fabienne Bréjon, où on vient d'acheter une machine tout à fait extraordinaire qui permet de faire des pneumopathies
Chez les souris, on peut les faire jusqu'à 100%, qui est quelque chose qu'on ne savait pas faire. C'était des modèles qui étaient très très loin des modèles de pneumopathie réelle, qui donnent des résultats tout à fait spectaculaires sur les premiers modèles sur lesquels on a fait, une machine qu'on a commandée qui est en P3, qui est à la fois très sûre pour les techniciens et très efficace pour faire des modèles expérimentaux. D'autre part, on peut faire de l'imagerie sur la souris vivante par microscopie intravitale, c'est-à-dire voir les cellules qui circulent, les microbes qui circulent à l'intérieur de la souris pendant qu'elle est encore vivante à l'intérieur de P3 et infectée. La collection de souches et de prélèvements, alors que ça, c'est la collection de prélèvements cliniques qui sont ici un point très important. Je crois qu'on a mis plus de 4500, on a enregistré plus de 4500 tests de prélèvements cliniques avec l'assistance publique sur 2 ans de cohortes à qui on fait des prélèvements pour pouvoir faire des tests de diagnostic par tous ces syndromes. D'autre part, il y a cette énorme collection européenne dont je vous parlais, et enfin la collection des bactéries ici, on essaie de faire la collection de toutes les bactéries qui ont été isolées une fois au moins à Marseille, un peu moins une fois au monde. Ensuite, les résultats en termes d'excellence, alors là je parle de l'aspect marseillais, eh bien les publications et citations, vous voyez ici à gauche c'est notre production scientifique de l'IHU Marseille, qui a atteint 750 publications, et vous voyez que ça c'est celle de l'Institut Pasteur. Alors c'est pas la même échelle qui est à 1000 qui est en plateau, donc on présente actuellement en termes de production scientifique à peu près 75% de la production scientifique de l'Institut Pasteur de Paris. Donc vous voyez que notre cinétique, on est parti très bas, comparé à ça, notre cinétique est très positive, et elle a fait un bond grâce à l'IHU, bien entendu. Ici, les ratios de score SIGAPS, vous voyez que la création des deux fondations, Infection Pôle Sud d'abord, et puis Méditerranée Infection, fait faire un bond au nombre de SIGAPS. Alors, vous en foutez des SIGAPS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais je peux vous dire, M. Léon ne s'en fout pas du tout des SIGAPS, je peux vous dire, c'est extrêmement important. Les SIGAPS, les calculs de SIGAPS maintenant sur cette partie variable, qui va en augmentant chaque année, ça a rapporté l'année dernière, moi si je me trompe, mais 64 millions d'euros. Et là-dedans, on a produit le quart. Donc c'est pas négligeable. C'est pas de la fantaisie, les SIGAPS, ça c'est des choses, ça se termine, peut-être que ça changera, mais pour l'instant ça se termine en argent solide. Les brevets, là aussi, il y a Jean-Marc, qui est responsable de la partie valorisation, qui a été rejoint récemment par Aurélie Tison, a montré qu'il y avait une différence significative dans la production de brevets. Je laisserai d'ailleurs, vous le direz, M. Léon, sur ma tête, je vous laisserai vous discuter avec le président de l'université pour savoir quelle est la part respective de notre activité que vous revendiquez quand on fait un brevet. On dira le nombre d'heures qu'on a passé et vous discuterez pour dire voilà, moi je prends 20, moi je prends 30, un peu comme vous voudrez. Ça ne change pas grand-chose pour nous à partir du moment où vous vous mettez d'accord entre vous. Les formations en master, vous voyez aussi une différence significative, en thèse, vous voyez en étudiant financé. Les cohortes, c'est ce que je vous disais, donc on a commencé à faire des cohortes il y a 2 ans, et donc on a à peu près 4000 personnes qui ont été incluses dans les cohortes en 2 ans, et sur la biologie structurale, qui est le travail de Éric Chabrière, en partant de rien, maintenant on arrive à 10% de la production scientifique écrite sur la biologie structurale en France, qui est pas mal, parce qu'on partait de quelque chose qui était... les quelques chiffres à Marseille, l'évolution des points SIGAPS, ici vous avez, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien là-haut, mais enfin les premiers en termes, alors c'est des documents, tous ces documents, c'est aucun document que je n'ai créé moi-même, c'est facile. Donc ça c'est des documents qui m'ont été transmis par l'assistance publique, et les autres c'est des documents qui sont des documents disponibles sur Internet. L'évolution des points SIGAPS, vous voyez qu'on a encore augmenté l'année dernière, et ça va faire encore un bond plus significatif cette année, de 11%, qui nous a amené à avoir 25% de la production des SIGAPS dans ce truc. Le CREA, je n'ai pas le dernier CREA qui intègre les données SIGAPS, mais je pense que le bénéfice net du pôle 8 devrait dépasser les 10 millions cette année. La production de SIGAPS, vous voyez, par pôle, ici, c'est pas moi qui ai pensé à faire ça non plus, c'est l'assistance publique, on le rend à César, c'est à César. Par PH, la production moyenne par PH, vous voyez que le pôle 8 a une production moyenne de SIGAPS qui est pas comparable du tout, qui est 4 fois supérieure à celle du c'est une différence extrêmement significative en termes de production scientifique. Et ça se traduit par le fait que si vous regardez dans les 10 premiers producteurs de SIGAPS, médecins, excuse, il n'y a pas les pharmaciens, Jean-Marc, mais il a fait la même chose pour les pharmaciens.
Ah oui, si tu veux. Dans les 10 premiers, il y en a 8 qui font partie du pôle dans les 10 premiers de l'assistance publique à Marseille. Il y en a 8 qui font partie qui font partie du pôle. Voilà. Donc ça c'est le pôle maladie infectieuse. Et donc dedans, je le dis souvent, je ne sais pas si j'arrive toujours à convaincre les gens, mais je dis souvent qu'on est, une poule aux œufs d'or pour l'assistance publique, puisqu'on coûte 2,6% ou 2,7% du coût de l'assistance publique, ramené à 1,2 milliard, et on produit 25% de la science. Donc en termes de production scientifique, sur le plan des brevets, les choses sont encore plus significatives, mais j'y reviendrai. Sur le plan de la recherche et des priorités, donc la culturomics dont je vous ai parlé, dans les prokaryotes, premièrement les bactéries, donc je vous ai dit, on voulait battre le reste du monde et on l'a fait, on a un peu augmenté encore par rapport à ça, si c'est pas complet c'est la faute de Jean-Christophe Lagier, il est là Jean-Christophe. Maintenant on en est rien que sur le tube digestif, sur la stratégie culturomics, on en est à 115 espèces entièrement nouvelles. Au total, donc on a trouvé plus de bactéries. Donc vous voyez, ça c'est nous, et ça c'est, et on a un peu grandi encore, et ça c'est le reste du monde, vous voyez. Donc on a fait correctement. Pour les archées, Michel s'est mis, d'un côté, moi je me suis mis aussi avec Saber à chercher les archées chez l'homme. Vous connaissez très très peu les archées, mais sur 8 archées qui ont été cultivées chez l'homme, il y en a 5 qui ont été cultivées ici. Non, 6, pardon. Ça fait dont les 2 premières halophiles. C'est vrai, il y a encore une nouvelle espèce inconnue qui donc parmi et donc c'est un domaine qui est en pleine évolution, et pour la première fois on a mis en évidence que ça pouvait donner les maladies. C'est pas seulement des choses qu'on touche dans les muqueuses, mais ça peut donner les maladies. Et enfin pour les micro-eucaryotes, on est au tout début, mais effectivement il y a énormément de travail à faire sur les champignons et sur les protistes, et on est en train de commencer simplement 3 travaux qu'on a commencé ici. On a augmenté de manière très significative le nombre de champignons qui étaient connus comme atteignant le tube digestif. La microbiogénomique plateforme de Pierre-Édouard, je vous en ai parlé, c'est le nombre de génomes qui sont séquencés. Pour la culture et la sensibilité aux antibiotiques, on a fait un travail avec Michel Grandcourt, qui malheureusement représente l'INSERM aujourd'hui, n'a pas pu être là, mais l'idée générale était de transformer la culture du BK qui prenait 3 semaines en quelque chose qui prend 3 jours. Et on est arrivé à cet objectif-là, et qui coûte beaucoup moins cher. Les virus, pareil, donc les virus, les gros virus ADN. Ici, nos prochaines cibles sont les nouveaux milieux de culture, en particulier les milieux de culture qui permettent de cultiver toutes les bactéries aéro et anaéro. Thérapeutiques et vaccins, pour accélérer, on a mis en place des outils de diagnostic et épidémiologiques innovants pour la sensibilité aux antibiotiques, pour la surveillance moléculaire et la résistance des agents anti-infectieux, où on arrive à couvrir, je dirais, à peu près la moitié de la région PACA en termes d'informations sur tout ce qui est isolé, sur la résistance, grâce à un réseau qu'on a constitué avec le CHU de Nice, avec les gens de Martigues, Salon, Aix, etc., et avec nos collègues militaires. Ça nous permet de détecter s'il existe des niveaux d'approche épidémique, et on développe ça en corrélation avec les gens de l'ARS, maintenant je l'espère avec les gens de la CNAM. On a évalué de nouvelles molécules efficaces sur les microbes, avec, je vous verrai, 2 startups qui sont en cours de création, des modèles expérimentaux de traitement, et puis un vaccin putatif pour la tuberculose. Un des aspects qui est intéressant, très pluridisciplinaire, c'est la paléomicrobiologie. On travaille sur les épidémies du passé, on travaille beaucoup sur la peste, on travaille aussi sur les armées de Napoléon et les infections par les poux. Et puis, Michel avait eu l'occasion d'avoir des crabes de chat. Les travaux ont été faits sous le Louvre, et on a pu trouver Bartholella Ensele, l'agent de la maladie grippe du chat, qui datait de Philippe Auguste, parce que le chat, la bactérie, restait du DNA dedans. Et la virologie médicale, la perspective européenne de Xavier Landadry et Rémi Charel, que vous voyez ici avec leur intervention et l'intervention de Rémi Charel qui a beaucoup investi, avec Xavier qui a beaucoup investi dans les problèmes de l'épidémie d'Ebola actuelle. La recherche en sciences économiques et sociales, c'est un point aussi très important, qui a permis le recrutement d'une grade de cours, si vous voyez spécifiquement dans ce domaine, et qu'on développe avec l'équipe de Yolande Obadia
et de Jean-Paul Moati, et qui permet d'évaluer les stratégies à mettre en place, leur acceptation, le risque d'une part d'accès au traitement, mais d'autre part d'acceptation des stratégies thérapeutiques et vaccinales qui ne va pas de soi non plus, pas plus dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Infectiopol Sud, c'est l'ancienne fondation qui a permis de faire travailler ensemble Montpellier, Nîmes, Nice et Marseille, avec beaucoup d'étudiants en commun. Et ça, c'est l'ensemble des étudiants qui ont pu être financés grâce à Infectiopol Sud. Vous voyez qu'il y a eu 244 étudiants venant du Sud qui ont pu être financés grâce à cette fondation. Voilà, l'organigramme de l'UIHI, le Méditerranée Infection, est là, mais je pense que vous affichez un peu. La gouvernance, c'est toutes les semaines, donc tous les partenaires sont invités à une réunion hebdomadaire qui se passe le jeudi de 12h30 à 1h30. Il y a un conseil d'administration pour lequel il y a 2 conseils d'administration annuels et puis un conseil scientifique annuel qui est dirigé par Christophe Rogier et qui vient de revenir maintenant, qui est devenu responsable auprès du service santé des armées de tout ce qui est recherche et technologie. Voilà, je sais pas. Sur le plan du bâtiment, donc le bâtiment fait à peu près 25 000 m², si on tient compte de tout. Le coût du bâtiment hors taxe, du bâtiment seul, en excluant la maintenance, est à moins de 2 000 € le mètre carré, ce qui pour un bâtiment très technique, je vous assure, est hors du commun. L'hôpital européen, qui est grand concurrent, est à 4 500 € le mètre carré. Et pour l'instant, il n'y a pas de dérive des prix grâce à une bataille singulière et hebdomadaire avec nos amis des GIS. Et donc pour l'instant, on n'a pas bougé de manière extrêmement modeste. Donc les temps sont à peu près respectés. Ça c'est le building tel que vous pouvez le voir maintenant. On est en train d'arriver maintenant au dernier étage pour la partie qui est juste en face du gouvernement. Vous voyez du côté, ça c'est le côté APHM. Le building se trouve juste, il y a juste un passage coupé à traverser pour aller faire la radio, pour aller faire pour venir des urgences et pour les patients contagieux. On est en train de travailler là aussi avec des collègues et du CEA. Avant, le mot n'est pas très joli, mais ça s'appelle un sarcophage. On met les gens dans une boîte de plastique, on peut les prendre en radio dans la boîte de plastique sans même les sortir de la boîte de plastique pour les gens qui sont contagieux. Voilà le chantier, voilà le rez-de-chaussée au diagnostic. Les surfaces, c'est un point qu'on nous a demandé au cours de la mission, là, c'est quelle était l'évolution des surfaces par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc APHM, il y avait sur le plan hospitalier à peu près 7300 m² qui vont évoluer vers 14 400 m². Sur le plan recherche, 4700 qui vont évoluer vers 8100 et service santé des armées, 1400 qui évolueraient vers 1680. Voilà. Et donc c'est les parties, on essaie, c'est quelque chose qui va être affiné avec l'assistance publique de voir ce qui est la proportion relative de ce qui est. Alors il y a des choses qui sont évidentes parce que c'est 100% l'un ou 100% l'autre. Il y en a d'autres qui seront partagées dans les plateformes. Donc on a fait une évaluation en copie qui nécessite d'être validée, y compris pour les bureaux, les surfaces, l'aide laboratoire, l'aide d'hospitalisation, les parkings, les locaux techniques, etc. Donc globalement, on estime que sur ces 25 000 m², il y a à peu près 14 000 m² qui seraient sous-traités à l'assistance publique, 8 000 pour la recherche avec AMU et 1 600 pour ces stages validants. Voilà, l'évolution du personnel des différentes unités de recherche, je donne ça rapidement pour l'infectieux. Ici, l'unité CESTIM qui est l'unité de recherche en sciences humaines et sociales, et ici l'unité d'émergence des pathologies virales. L'évolution à venir, donc d'une part il y a un rapport d'inspection entre le GAS qui est la santé et le GNER qui est le ministère de la Recherche. Je ne sais pas quand on aura le résultat. Ils sont arrivés pour des raisons que je connais assez mal, avec une vision extrêmement négative en disant qu'on n'arriverait même pas à finir le bâtiment, mais ça s'est calmé au fur et à mesure que les documents leur ont été transmis. Je pense qu'ils avaient fait l'objet de mauvaises informations malveillantes, mais qui du coup se sont épuisées avec le temps. On verra bien les propositions qu'ils feront. Il faut arriver à trouver
Donc il y a une ouverture des lits post-urgence qui vient d'être faite fin janvier, c'est un bon point, il fallait anticiper les choses, c'est quelque chose qui a marché. L'arrivée du service de santé des armées, là aussi ça nécessite d'être contractualisé, comment on fait ça, et de voir maintenant comment on arrive à organiser l'IHU, service de santé des armées, assistance publique de Marseille, comment ça s'organise, ça. On verra s'il y a des propositions qui sont faites par les gars CGNR ou le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche. Est-ce que ça sera un contrat de pôle avec délégation de gestion, un budget annexe, un groupement coopération sanitaire? C'est des choses qui ont été évoquées, on verra bien ce qui en sortira. Le déménagement devrait pouvoir se faire, ce devrait être livré début février. Si on est très optimiste, on peut penser que le déménagement va commencer en avril-juin, mais ça ne sera probablement pas occupé en septembre 2016. Il faudra intégrer le CEA dans la stratégie de dans la valorisation, c'est très important, les gens ont un dynamisme extraordinaire. Il y avait un problème de la SAC qui est en train de se régler, donc les problèmes relationnels généraux de la SAC qui sont en train d'évoluer vers de nouvelles trucs. Il y a le problème de parasitologie qui est un problème organisationnel. Moi, je n'ai jamais souhaité avoir de monopole dans aucun domaine et je n'ai jamais accepté que les gens m'imposent un monopole. La parasitologie, comme la bactériologie, la virologie, actuellement fonctionne par syndrome. On a inventé le diagnostic par syndrome il y a 20 ans, c'est le diagnostic des médecins. Quand les médecins disent j'ai une méningite, j'ai une diarrhée, j'ai une pneumopathie, on ne va pas leur demander de dire écoutez, je vais leur envoyer un petit bout de parasitologie, un petit bout, etc. Et donc, y compris les tests qui existent maintenant sont des tests qui permettent de tout faire. Donc c'est des tests multiplexés par biologie moléculaire. La même machine, le Malvitor, permet de tout faire. Changement de la nuit, etc. On fait déjà toutes les urgences en parasitologie, parce qu'il n'y a pas pour l'instant de service d'urgence en parasitologie. Il y a des problèmes là qui paraissent difficilement solubles dans les médias et qui probablement prendront un peu de temps avant d'être solubilisés. Il y a un projet social qui est en train de s'organiser en cours avec Michel Rancourt et notre surveillante Betty Joseph. On a prévu d'avoir une salle de sport à l'intérieur de l'IHU. On essaiera d'avoir une salle de rythme si on peut le faire. On essaiera de faire que la vie soit confortable parce que on a le devoir pour continuer, en particulier, c'est un énorme budget, donc on ne peut pas gaspiller cet argent alors que le pays est dans une situation dans laquelle le gaspillage devient de moins en moins raisonnable. Donc on a le devoir de faire fonctionner ça, et donc ça veut dire qu'on a le devoir, vous savez que je suis un prix de guerre, d'être exigeant en termes de résultats, mais pas de pourrir la vie des gens. Trouver le moyen, les gens travaillent beaucoup, c'est une affaire tendue, mais il ne faut pas qu'ils soient malheureux de travail. Ils soient heureux et qu'ils soient fiers. Donc c'est des choses qu'on doit essayer de trouver. On doit trouver comment le faire. En conclusion, voilà, on avance. Dernier point, chaque année, on récompense un certain nombre de chercheurs ou d'étudiants pour un certain nombre de prix qui ont été mis au point. Et donc, pour le prix record et valorisation, c'est Saber, Khalifa, et donc ils veulent bien dire ici une seconde, on va leur mettre les prix. C'est Yolande qui va redonner le truc. Yolande de Boulot. Saber. Ensuite, Michel Brancourt n'est pas là, tant pis pour lui. Pour la meilleure thèse, il y avait 3 candidats qui étaient Mohamed Sassi, Sophie Edouard et Goldman, et c'est Mohamed Sassi qui l'a eu. Ensuite, la meilleure revue, c'était Philippe Parola. La meilleure. Vous approchez sur c'est là. Mohamed Sassi, il est là. Saber, il est là. Mohamed, il est là. On n'est plus là. Philippe Parola. Ensuite, les meilleures publications seniors, c'est Stéphane Mérès et Rémi Charette. Il est là, Rémi? Non. Tant pis pour lui, on gardera le prix. Et on lui donnera le diplôme. Ensuite, les meilleures publications juniors, c'était Mathieu Million et Ibrahim Hamad. Je ne sais pas s'ils sont là. Ils sont pas là, on prend leur chèque. On leur donnera le papier quand même. Ensuite, pour le personnel, pour le meilleur ingénieur technicien laboratoire diagnostic, il y avait 3 nominés, Lina, Annick et Céline Péréal, et Célina Barassi. On est content de féliciter à cette occasion. Je ne sais pas où elle est. Lina. Allez, venez. Ensuite, le personnel de soins, il y en avait 3 qui étaient nominés, Lazali, Pissette 5 et Varan. Et c'est Pissette qui a été... Bon, mais très bien, viens prendre son truc.
Ensuite, pour ingénieur, technicien de laboratoire et de recherche, c'est Béranger, Odoli et Buffet, c'est Sylvain Buffet qui l'a eu. Et ensuite, pour le personnel administratif, il y a Micheline, Valérie Filosa et Kissikian, et c'est Micheline qui est. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Si je peux y répondre, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tout. Oui. Pour le parking. Mais écoutez, oui, a priori, on a dans la solution actuelle, alors je ne me souviens plus quel est le nombre de places qu'on a, 200 places, c'est ça, Michel, hein, Michel, c'est ça, 220, c'est ça. Oui. Le nombre de places de parking qui sont à l'intérieur de l'IHU, c'est 200, mais d'une part, on conservera le nombre de places à la faculté, et d'autre part, l'assistance publique s'était engagée à nous mettre à disposition 100 places de parking. Donc c'est ça, cet ensemble-là, en principe, devrait pouvoir permettre de faire les choses. D'autre part, on va innover aussi sur les parkings, c'est-à-dire qu'on veut faire... Les parkings ne seront pas des parkings qui seront nominatifs, mais des parkings tournants, ce qui fait que ça évitera d'avoir des blocages de place, et que donc on se présentera comme dans un parking en sachant s'il y a de la place ou s'il n'y en a pas, on le dira immédiatement. Donc il y aura un pass qui indiquera le nombre de places. Donc compte tenu de ceci, vous voyez bien qu'un des problèmes majeurs, c'est le problème des places inoccupées dans les parkings. Si on a, je ne sais pas, dans le parking de la Timone, il y a 60% de places inoccupées, on n'arrive peut-être pas à arriver. Enfin, moi, quand j'arrive, c'est 90%. Donc, c'est un des problèmes. Mais je suis pas, c'est pas un domaine qui m'inquiète le plus. Non, mais globalement, si vous voulez, il y a plus de places de parking qu'avant. Donc, si vous voulez, on peut toujours imaginer que les choses soient plus catastrophiques, mais il y a plus de places de parking. Ont été créées 220 à cette occasion, 220 places de parking supplémentaires. On n'est pas. Il y a d'autres questions? Mais vous ne gênez pas, là, vous avez l'occasion, hein, après. Non, vous avez faim? Allez, au revoir.